Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. C'est l'heure du journal. La République démocratique du Congo rejette catégoriquement les accusations de disparition forcée à Kinshasa formulées par l'ONG Human Rights Watch. Dans un communiqué publié vendredi 13 mars, l'exécutif congolais appelait à une analyse rigoureuse de faits. Les autorités assurent que les personnes évoquées dans les rapports ont été soit libérées, soit présentées devant la justice. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a vivement réagi au rapport publié par l'ONG Human Rights Watch qui évoque des cas présumés de disparitions forcées à Kinshasa. Dans un communiqué rendu public le 13 mars par les ministres de la Communication et Médias, les autorités congolaises contestent les conclusions du document et appellent à une analyse rigoureuse des faits ainsi qu'à de clarifications juridiques factuelles et institutionnelles. Selon Kinshasa, la qualification des disparitions forcées en droit international repose sur des critères précis, notamment l'arrestation ou la détention d'une personne par des agents de l'État, suivi d'un refus de reconnaître cette privation de liberté ou d'en relever les sorts. Le gouvernement affirme que les informations à sa possession ne correspondent pas à cette définition. Les autorités soutiennent que plusieurs personnes mentionnées dans les rapports ont été identifiées. Certaines auraient été libérées tandis que d'autres auraient été présentées devant les juridictions compétentes conformément aux procédures prévues par la législation nationale. Des visites auraient été également autorisées pour les familles et de représentants de l'ONG. Dans ce contexte, le gouvernement insiste sur le fait que les actions menées par les services de sécurité s'inscrivent dans les cadres d'enquêtes légalement ouvertes et dans un environnement sécuritaire jugé particulièrement sensible. Il rappelle notamment que le pays fait face à une agression continue attribuée au Rwanda et ses alliés de l'Alliance Fleuve Congo, bar mouvement du 23 mars, ainsi qu'à des tentatives de déstabilisation visant les institutions de la République. Kinshasa rejette par ailleurs les allégations selon lesquelles les arrestations ou détentions opérées par les forces de sécurité, y compris celles liées au Conseil national de la cyberdéfense, seraient motivées par des considérations politiques ou arbitraires. Le gouvernement réaffirme son attachement à l'état de droit et au respect de ses engagements internationaux en matière de droits humains, tout en se disant disposé à poursuivre un dialogue avec les partenaires internationaux et les organisations de défense des droits de l'homme. Dans son rapport, Human Rights Watch accuse toutes les autorités congolaises et certains services de sécurité d'être impliqués dans des arrestations secrètes et des détentions au secret à Kinshasa, évoquant plusieurs cas de personnes dont les familles affirment être restées longtemps sans nouvelles, ce que l'ONG qualifie de disparitions forcées. Au cours du Conseil des ministres hier vendredi, le gouvernement congolais a rejeté les accusations d'enlèvement signalées ces derniers jours à Kinshasa. Les autorités ont affirmé qu'après examen des 18 cas rapportés, aucun n'a été confirmé, évoquant plutôt des rumeurs. Les détails dans cet extrait du compte rendu. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, réagissant à la communication du président de la République, a informé les conseils des résultats du travail du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa qui, à travers le groupe des luttes contre la criminalité et les stupéfiants, a examiné 18 cas portés à sa connaissance pour la période allant du 23 janvier 2026 à ce jour. Il ressort globalement que ces cas relèvent plus de rumeurs que de la réalité au regard de cas qui ont été examinés. Étant donné que tous les cas de kidnapping enregistrés jusque-là ne sont pas avérés, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à ce que la population soit informée sur la circulation des fausses rumeurs autour du phénomène kidnapping, en évoquant quelques cas pour illustration et en mettant en garde toute personne qui s'adonnerait à ces grossiers montages. Aussi, serait-il souhaitable de mettre en contribution les mouvements associatifs, les artistes et les troupes théâtrales pour sensibiliser la population contre la propagation des fake news et des faux bruits. Le gouvernement puisse renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des directions, services et unités de la police et en charge de la prévention et la répression. La justice française a annoncé ce vendredi 13 mars l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre après la mort d'une humanitaire française de l'UNICEF tuée le 11 mars par explosion d'un engin à son domicile à Goma. L'enquête est menée par le parquet national antiterroriste afin d'établir les circonstances et les responsabilités dans cette attaque sur fond de conflits armés dans l'est de la RDC.
La justice française a décidé de se saisir de la mort d'une humanitaire française survenue dans l'est de la République démocratique du Congo. Le parquet national antiterroriste a annoncé vendredi 13 mars l'ouverture d'une enquête pour meurtre constitutif des crimes de guerre après le décès d'une ressortissante française à Goma. Âgée de 54 ans, la victime travaillait pour l'UNICEF. Elle a été tuée le 11 mars 2026 à l'aube lorsqu'un engin explosif a frappé son domicile dans la capitale du Nord Kivu, une région marquée par des tensions armées persistantes. Ce drame s'inscrit dans le contexte du conflit armé qui oppose les forces gouvernementales congolaises au mouvement rebelle AFC M23, soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa et plusieurs observateurs internationaux. Depuis plusieurs années, cette guerre a provoqué des milliers de morts et déplacé des millions de civils dans l'est du pays. L'enquête a été confiée à l'Office central d'élite contre les crimes contre l'humanité de la Gendarmerie nationale française. Les investigations devront établir les circonstances exactes de l'attaque et déterminer les responsabilités éventuelles. Pour la justice française, cette procédure vise également à tenir informés les proches de la victime de l'évolution des investigations dans un dossier qui pourrait relever du droit international humanitaire. À Goma, au Nord Kivu, plus de 3000 fidèles musulmans ont rompu le jeûne du Ramadan lors d'un iftar collectif organisé vendredi 13 mars au musée de Imbi en présence du gouverneur Bati Moussanga Erasto sous l'administration de l'AFC M23. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de la communication du gouvernorat du Nord Kivu. De Ramadan, une période sacrée chez les musulmans. Ces fidèles musulmans ont répondu présent à l'invitation du gouverneur du Nord Kivu. Bahati Moussanga Erasto a choisi ces jours du mois de Ramadan pour partager le repas avec ses frères et sœurs musulmans, signe d'amour et d'affection. Bahati Moussanga Erasto a été encouragé par la paix, la fin des conflits qui ont gangréné cette communauté depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il filme le calumet de la paix. Shukrani za dhati kwa uongozi wa nchi, uongozi ambao unasimamiwa na gavana Erasto pamoja na kamati yote kwa jumla na memba wote wa guvernema. Tunatoa shukrani kwa dhati. Allah watie mkono wa kheri, watie mkono wa baraka, mkono wa nguvu na atupe mapenzi katika Uislamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. En soutane musulmane, portée à l'honneur de l'islam, Bahati Moussanga Erasto a prêché aussi par l'amour, la charité, le vivre ensemble. Mwenyezi Mungu mwenye alituwezesha kukutana sisi wote hapa. Ya pili, tunawashukuru nyinyi wote Waislamu wote kwa ujumla wa province ya Nord Kivu kuona leo mlikuja kwa invitation yetu. Tunawashukuru sana. Tulipenda siku ya leo tufuturu pamoja, lakini chenye kiliacha tunapenda tuvifanye pamoja, tufuturu pamoja. Ni juu ya kuwashukuru, kwani Waislamu walikuwa divize sana hizi siku zenye zinapita. La fois passée tulikutana na komite, wakatuelezea jinsi watu walishasikilizana, tukasema ni ya mzuri sana, tunapaswa kuonesha Waislamu wote kama watu wanapendana. Au Sud Kivu, un nouveau tournant politique à Bukavu. Le docteur Nicolas Kialangalilwa a officiellement pris ses fonctions de maire de la ville sous l'administration de l'AFC M23. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 13 mars en présence des autorités locales et des responsables de la nouvelle administration. Les détails dans ces reportages de la communication du gouvernorat du Sud Kivu. C'est fait. Désormais, la mairie de Bukavu est dirigée par le docteur Nicolas Kialangalilwa. Le nouveau locataire de l'hôtel des villes était jusque-là directeur de cabinet du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, et vient en remplacement de Ladis Muganza Wakandwa, qui à son tour devient le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques.
une décision de la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFCM 23. La cérémonie de passation des témoins a eu lieu ce vendredi 13 mars 2026 sous les auspices du vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques, Dunia Masumbuko Bwenge Dux, représentant l'autorité provinciale. Le vice-gouverneur du Sud Kivu a félicité le maire sortant, le respecté Ladis Muganza Wakandwa, pour les efforts qu'il a déployés avec loyauté et abnégation, et ce, depuis février 2025, lorsqu'il a pris les rênes de Bukavu, notamment sur le plan de la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi l'assainissement de la ville au travers les travaux communautaires d'Issalongo qui ont concouru à rendre la ville plus attrayante et en croissance permanente. Dunia Masumbuko Bwenge Dux a donné des orientations claires au nouveau locataire de l'hôtel des villes, le docteur Nicolas Kialanga-Lilois, lui rappelant les rôles et les devoirs qui sont les siens, notamment sécuriser la population et leurs biens, assainir la ville et réhabiliter des infrastructures routières conformément à la vision du mouvement révolutionnaire AFCM 23. Le maire Nicolas Kialanga-Lilois aura 6 priorités pour relever les défis de la ville de Bukavu et replacer cette bourgade en croissance permanente sur l'orbite du progrès. Il a exprimé son entière disposition à collaborer avec la masse laborieuse à sa disposition, en premier chef la maire adjointe Céline Nyota Luanja, les bourgmestres des 3 communes, les chefs des 20 quartiers de la ville et par ricochet les cadres des bases en marchant sur les sentiers battus par le maire sortant Ladis Muganza Wakandwa, qui reste un conseiller permanent et précieux à qui il se référera dans l'exercice de sa noble fonction au service de la Révolution. Mon message est simple et clair. J'aimerais être un maire de terrain, un maire accessible, un maire à l'écoute. Et à cela, je m'engage, afin qu'il y ait une gouvernance fondée sur le dialogue, la transparence et la collaboration. Aucune voix ne sera négligée, aucun quartier ne sera oublié. Notre action s'articulera autour de 6 piliers essentiels. En des mots simples, je dirais, nous voulons assainir pour mieux réussir, s'unir pour bâtir, que ce mandat soit un mandat pour l'avenir. Nous allons nous focaliser sur l'accès à l'eau. Il est connu que nos mères et nos enfants parcourent souvent des kilomètres pour s'approvisionner à l'eau. En collaboration avec évidemment les partenaires et les régies, nous renforcerons le réseau pour garantir un digne accès à l'eau pour chaque ménage. L'électricité. Une ville dans l'obscurité est une ville freinée dans son essor. Nous renforcerons donc le partenariat avec la SNEL et encouragerons des solutions alternatives pour que Bukavu devienne une ville éclairée, productive et sécurisée. Nous travaillerons sur la modernisation de nos infrastructures, les routes, les ponts, les marchés, afin de faciliter la vie à nos populations, et cela nous le faisons de manière communautaire. Le maire sortant, Ladis Muganza Wakandwa, a dressé un état des lieux de la ville notamment, en passage, certes les difficultés rencontrées, mais une ville stable qu'il lègue à son successeur. Le vice-gouverneur a par la suite effectué une ronde des bureaux afin de s'assurer des conditions de travail du personnel mis à la disposition au service de la ville. Et pour terminer, au Kasaï oriental, le suivi des projets d'infrastructure s'accélère en Mbuji-Mayi. Le mandataire du chef de l'État en matière d'infrastructure, Martin Kabouya Moulamba, a effectué vendredi une mission d'inspection marquée par une réunion stratégique avec le service technique et une descente sur les chantiers en cours, notamment les travaux de l'élargissement du rond-point Petrombo jusqu'à l'arrivée à Loubilangi. Détail dans ce reportage de la CGT. Dans le cadre de son périple dans le Grand Kasaï, le mandataire du chef de l'État en matière d'infrastructure, Martin Kabouya Moulamba Kabitanga, a séjourné vendredi 13 mars 2026 dans la ville de Mbuji-Mayi pour évaluer l'avancement des travaux d'infrastructure dans la province. La matinée a été marquée par une réunion stratégique avec les principaux services chargés de l'exécution des projets, notamment l'Office de route, l'Office de voirie et drainage, le Bureau technique de contrôle, le ministère provincial des infrastructures ainsi que l'Agence congolaise des grands travaux.
L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et de coordonner les interventions sur le terrain. Dans l'après-midi, Martin Kabuya Mulamba Kabitanga a effectué une visite de terrain accompagné des services concernés pour inspecter plusieurs chantiers en cours. Sous la maîtrise d'ouvrage de la CGT, le directeur provincial Gilbert Kapukungindu a présenté aux mandataires les travaux menés du rond-point Petrombo, situé à proximité du gouvernorat de province, qui iront jusqu'à la rivière Lubilangi. Lors de cette visite, le directeur provincial de la CGT a précisé que la route avait été élargie en 2 bandes, tout en détaillant les différentes étapes et techniques employées pour la réalisation des travaux. C'est ici qu'il y a des travaux, parce que comme vous pouvez le voir, quand on est venu la fois passée, tout ce poteau était en pleine chaussée. Et on a déjà la semaine déjà mis des poteaux. Alors ici, ce que l'entreprise fait, c'est les travaux de protection d'État. Comme vous pouvez le voir, la route est en blé. Alors maintenant, il faut faire un raccordement entre la nouvelle surface ici ainsi que le terrain naturel. Donc ça qu'on fait jusque-là, c'est on protège d'abord les clavures. Après, maintenant, ils vont poser des bordures et puis ils vont maintenant passer à l'asphalte. C'est ça les protections ici. Et puis, à côté de ça, parce que je pense que vous posez déjà la question, la dénivelée qu'il y a entre la voirie, les routes faites par l'OVD, nos amis de Safrimex et nous qui sommes au-dessus, nous sommes déjà accordés pour avoir une très bonne pente pour pouvoir faire les raccordements de la traversée ici et puis de toutes ces routes ici, l'avenue, je ne connais pas les noms ici, qui est entre Père Orange, les boulevards, Marte Kassalou, et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, les travaux ont été faits. Eux, ils se sont limités quelque part pour que nous venons nous raccorder à avoir une pente maximale de 5%. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi rigoureux par la présidence de la République des projets d'infrastructure au Grand Kasaï afin d'assurer leur qualité et leur durabilité au bénéfice des populations locales. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche d'identification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.